Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, l'observation de notre société et son hypocrisie vous ont permis d'écrire des romans paradoxalement authentiques. Vous écrivez vrai, c'est dire si vous êtes la bienvenue sur Sud Radio où nous parlons vrai. Bonjour Karine Thuil. Bonjour, je suis ravie d'être ici aussi. Eh ben, c'est réciproque. Alors, on va parler tout à l'heure de La Décision, votre nouveau roman chez Gallimard, qui est un roman... on n'en sort pas intact après la lecture, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé certaines, comme le 17 octobre 2001. C'est votre première télévision dans cette émission. Vous regardez Culture et Dépendance, l'émission qui empêche de dormir. Culture et Dépendance, animée par Franz-Olivier Gisbert. Et ce soir-là, sur le thème, c'est les Juifs entre la Shoah et Israël. Et vous êtes là pour votre livre interdit. Vous vous en souvenez de cette première télé ? Oui, c'est fou que vous évoquiez cette émission parce que j'en garde un souvenir particulier, notamment parce qu'à la dernière minute, on m'a demandé de me mettre hors champ. En fait, il y avait un plateau principal composé d'intervenants masculins. Oui. Et ça a été ma première expérience télé et j'ai trouvé ça difficile. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des hommes, il y avait Claude Lanzmann, il y avait beaucoup de gens, et vous étiez dans cette émission, vous parlez peu d'ailleurs dans cette émission. Oui, parce qu'effectivement, on m'a demandé de quitter de quitter le plateau, enfin la table principale, pour me mettre un peu à l'écart. Et ça a été ma première confrontation avec le milieu politico-littéraire. Mais depuis, j'ai appris à m'affirmer. Maintenant, je ne quitte plus les plateaux. Et dans cette émission, ce que vous évoquez, c'est qu'on confond Juifs et Israël. Oui, bien sûr. C'est vrai que je crois que la thématique, c'était sur le conflit israélo-palestinien. C'est vrai que quand on est français, juif, on est souvent renvoyé à des questions qui sont liées à la politique israélienne. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison aussi pour laquelle j'ai eu envie d'écrire La Décision, pour éviter les amalgames. Et oui, on m'avait demandé de m'exprimer sur le conflit israélo-palestinien à l'époque de cette émission. Oui. Voilà. Et il y avait Serge Klarsfeld dans cette émission, que j'ai connu à ses débuts. Quand il a rencontré Bette Klarsfeld, c'était sur un quai de gare ou sur un quai de métro. Ils se sont plus quittés et ils ont beaucoup fait à l'époque où personne ne s'occupait des anciens nazis. Alors ce roman interdit, Karine Thuil, c'est une histoire assez étonnante. C'est un vieux juif qui veut se marier religieusement et il peut pas parce qu'il peut pas prouver qu'il est juif. Oui, c'était un livre, alors c'était assez étrange parce que en fait je l'ai écrit sous une sorte d'impulsion, c'était mon deuxième roman. Oui. Et je me souviens après l'avoir écrit, il m'a dit c'est suicidaire, mon premier roman a eu un bon accueil et là ma carrière s'arrêtera là. Pourquoi ? Parce que la thématique était franchement burlesque, la quête identitaire d'un vieux juif rescapé de la Shoah. Enfin, je me suis dit ça va intéresser 3 lecteurs. Et en fait, non seulement il a eu un très bon accueil critique et public, mais il a été nommé pour le prix Goncourt. Et donc, il m'a porté chance, en fait, ce roman. Oui, parce que c'est une histoire sérieuse, mais en même temps, il y a de l'ironie et de la tragicomédie qui sont devenues votre image de marque. Et là, c'était évident que les lecteurs et les critiques ont découvert ça. Oui, mais j'avoue, vraiment, il y avait une part d'inconscient, voire de folie dans le traitement de ce sujet. Mais peut-être que j'avais aussi... j'ai fait des études de droit avant d'être enfin publiée, donc il y a eu ces longues années d'attente, d'envie, j'écrivais, mais d'envie d'être publiée, d'être reconnue, et peut-être que cette prise de risque a été salutaire. Vous avez eu, je crois, le prix Viso avec ce livre, qui est un prix qui a été créé en 1978 pour promouvoir les œuvres littéraires françaises d'intérêt juif. Voilà. C'est une récompense idéale pour ce livre. Oui. Et Claude Lanzmann, d'ailleurs, en avait été le lauréat avec le lièvre de Patagonie. Ce livre a été traduit en plusieurs langues aussi. Oui, bien sûr. Et il y a même eu une pièce de théâtre, Le mariage de Monsieur Westman. Oui, de Salomé Lelouch, dont j'aime beaucoup le travail. Et elle en a fait quelque chose de très singulier, de très original. Et c'est vrai que c'est un livre dont on parle encore aujourd'hui. Donc... Mais c'est étonnant parce qu'effectivement, imaginez qu'un livre devienne une pièce de théâtre, vous ne l'aviez pas pensé au départ, Karine Thuil. Ah non, pas du tout, vraiment. Et d'ailleurs, là, L'Invention de nos vies, un de mes précédents livres aussi, est adapté en ce moment au théâtre par Johanna Boyer. Je le recommande parce que c'est vraiment très, très réussi. Et c'est à chaque fois une surprise, en fait, parce que nous, on écrit dans la solitude de notre appartement. Et puis, un jour, un autre artiste décide de s'emparer de votre travail pour en faire quelque chose de complètement différent. Alors, ce qui est étonnant au départ, c'est que votre vie, c'était pas l'écriture. Vous passez le bac, vous faites des études de droit et vous devez devenir juriste.
Oui, alors je tempérerais en disant que ma vie, c'était l'écriture, mais je ne parvenais pas à être publiée. Donc j'ai fait des études de droit pour apaiser ma mère, mais j'avais toujours le désir d'écrire un roman, puisqu'à 19 ans, j'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié, puis un second 2 ans plus tard qui n'a pas été publié, et c'est finalement le 3e essai qui a été publié. Oui, vous avez préparé aussi une thèse de doctorat sur la réglementation des campagnes électorales. Oui, j'étais bien lancée et en 2e année de thèse, j'ai tout arrêté justement après le succès de mon livre pour me donner cette chance d'écrire, et je n'ai jamais repris ma thèse. Mais vous constaterez que les questions éthiques et juridiques continuent d'apparaître dans chacun de mes livres. Oui, et en plus, les campagnes électorales, la réglementation, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Vous auriez pu la terminer aujourd'hui. Oui, je devrais d'ailleurs. Alors, il se trouve que au départ, ce qui est une découverte, c'est le concours du prix Sino del Duca. On a un peu oublié qui est Sino del Duca. C'est un monsieur qui a fait fortune en Italie avec les romans photos. Ensuite, il a créé un journal à Paris, un quotidien Paris Jour, qui n'a pas duré, mais où a débuté dans la chronique parisienne un certain Jacques Chancel. Et sa veuve, Simone, a créé une fondation, et vous avez proposé votre candidature à cette fondation. Exactement, j'ai envoyé mon manuscrit à cette fondation. J'ai vu que c'était un concours sur manuscrit. Et j'ai reçu un jour un appel d'un homme qui se présente comme étant Jean-Marie Roire, directeur du Figaro littéraire, et qui me dit « J'ai lu votre texte, je ne sais pas qui vous êtes, mais je pense que vous êtes quelqu'un du milieu de l'édition qui se fait passer pour une anonyme. » Et j'ai dit non, je vous assure, je suis une jeune femme, j'ai 27 ans, c'est mon premier roman, et en fait, il m'a donné ma chance, c'est-à-dire qu'il a soumis mon livre à des éditeurs, et c'est comme ça que j'ai enfin été publiée par Muriel Beyer chez Plon, qui créait une collection jeunes auteurs à l'époque. Voilà, il faut savoir que Jean-Marie Roire, son bureau du Figaro, s'est débordé de livres, à tel point que quand on rentrait, on ne le voyait pas derrière la pile de livres. Oui, et puis bon, moi je me souviens très bien de cette rencontre, de sa générosité, de son désir d'aider comme ça un jeune auteur. Et plus tard d'ailleurs, puisque quand j'ai eu le prix Interallié, il a aussi soutenu mon travail. Donc j'aime bien cette idée de transmission et de fidélité dans une carrière. Et l'amour de l'écriture, c'est né comment, Karine Thuil? Alors moi, j'ai une mère qui aimait beaucoup les livres, et donc qui très tôt à l'adolescence m'a donné à lire des œuvres qui avaient, alors par hasard, je ne sais pas, une très forte charge politique et sociale. Donc je crois qu'inconsciemment, j'ai associé la littérature à l'espace de la liberté, à l'espace de la subversion, de la transgression, un espace où finalement il n'y avait pas de tabou. Et très rapidement, j'ai ressenti ce besoin d'écrire, et notamment d'écrire sur des sujets de société. Et les premiers livres, c'était aussi sur des sujets de société, ceux qui n'ont pas été publiés? Non, c'était. Mais remarquez, il y a des thématiques qui reviennent. C'était sur la foi, c'était sur la folie, donc on peut dire. Et ça, ils ont disparu. Vous ne les publierez jamais. Non, je ne les publierai jamais. Alors, il y a aussi donc cette histoire d'amour, un médecin qui a aimé sa femme et qui finit par la haïr. Ça a touché beaucoup de gens. Oui, c'était mon roman Pour le pire. C'est effectivement le premier roman. Et c'est vrai que je dois dire que je remarque que les thématiques sont récurrentes chez moi, parce que c'était un couple mixte. Lui était juif, elle ne l'était pas. Et après 20 ans de mariage, il décidait d'assassiner sa femme avec des mots. Mais il faut trouver l'idée. Et puis, c'est pas simple, c'est une tournure d'esprit. Oui, mais je crois en fait qu'on écrit aussi avec ses obsessions, avec tout ce qui, soit dans notre vie, soit dans la société, nous interpelle, nous dérange, nous anime. Et alors, à l'époque, les libraires plébiscitent ce livre, et tout le monde était étonné parce qu'une femme de moins de 30 ans qui a écrit sur le thème de la crise conjugale, c'est pas évident. Oui, et d'ailleurs, j'avais mis en exergue un proverbe avant de te marier, assure-toi de bien connaître celle dont tu divorceras. Oui. J'étais à peine mariée, donc c'était assez troublant. C'est assez mystérieux, en fait, comment naît un livre. Je pense que si vous posez la question à des écrivains, ils auront toujours cette part de mystère, d'énigme, en fait. On ne sait pas réellement d'où vient la première inspiration. En même temps, on trouve son style tout de suite, on ne le trouve pas. Et vous l'avez trouvé immédiatement, Karine Thuil. C'est pas si fréquent. Oui, c'est vrai que je crois qu'il y a une sorte il y a quelque chose de cinglant, d'un peu âpre, d'un peu tranchant dans mon écriture.
parce que je considère que l'écriture, c'est le lieu peut-être de la colère, c'est le lieu d'une affirmation de soi ou une façon d'interpeller aussi le lecteur sur quelque chose qui nous préoccupe. Oui. Et vous, ce qu'on dit de vous souvent, Karine Thuil, c'est que dans vos livres, il y a un mélange de mélancolie, de crise existentielle et d'humour. Alors ça, ce sont les critiques qui le disent, Oui. qui le disent, mais oui, ben, j'essaye d'être au plus juste, en fait. Je dirais pas que avant d'écrire, je ne réfléchis pas. Bon, je réfléchis à la forme, bien évidemment, au sujet, mais après, il y a quelque chose qui vient du plus profond de votre être, en fait, dans l'écriture. C'est-à-dire? Ben, en fait, chaque matin, on est quand même seul et on doit chercher et trouver au fond de soi des ressorts pour écrire. Et c'est vraiment une sorte d'immersion intérieure à laquelle tout le monde n'est pas prêt. Eh non, et c'est du travail, et du travail vous en avez fait. On va en parler avec une autre date, le 21 septembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Karine Thuil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Karine Thuil. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman La Décision chez Gallimard, un sujet d'actualité, ô combien d'actualité. Et puis on revient à une date, le 21 septembre 2005. Il y a ce soir-là dans l'émission Un livre, un jour, avec Monique Atlan, vous évoquez un livre que vous venez de sortir, Quand j'étais drôle, et vous expliquez que vous avez toujours adoré les clowns. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un père très très drôle. Donc chez nous, l'humour était une seconde nature. Il lui arrivait même de se déguiser, de faire des blagues. Et j'avais une mère beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus sérieuse. Et je pense que d'avoir été élevé par un père aussi drôle, ça vous éveille à la dérision, à ne pas prendre des choses trop au sérieux. C'est un langage, en fait, l'humour. Oui. Et il faut le cultiver, mais les clowns, et vous emmenez au cirque quand vous étiez enfant ou c'était comme ça? Non, c'était lui-même qui rendait la vie drôle et qui avait tout le temps des réparties cinglantes. Et c'est la raison pour laquelle un jour j'ai eu envie d'écrire le parcours d'un humoriste qui va tenter sa chance à New York et qui échoue. Mais j'avais envie de raconter de l'intérieur ce que peut vivre quelqu'un dont le métier est d'être drôle tout le temps. Voilà, parce que justement, on a vu des humoristes français tenter leur chance aux États-Unis. La plupart se sont cassés la figure. Jean-Yann a essayé, il a fait des boîtes de jeux. Roland McDan a été à Los Angeles, ça n'a pas marché, il est revenu en France. Francis Weber, ses films qui ont fait des triomphes en France, dès que ça a été repris par les Américains, un échec total. C'est presque un sujet courant. Comment est venue cette idée de Quand j'étais drôle? Je me souviens plus comment. J'avais envie de raconter l'histoire d'un humoriste, ça c'est sûr. J'étais fascinée quand même par l'univers des stand-up américains. Et j'avais envie d'imaginer voilà, un Français qui voudrait se lancer un nouveau défi et d'aller tenter l'expérience du stand-up. Je trouve que c'est quand même un art particulier. Il y a une part d'improvisation, une mise en danger, avec cette obligation d'être rapidement drôle, d'être caustique. Moi, j'adore ça. Oui, mais en même temps, le stand-up est nouveau en France, alors qu'il existait depuis des années aux États-Unis avec une émission de télévision de Jerry Seinfeld, je crois. Oui, exactement, que j'adore. Et puis, j'ai été nourrie par ces grands artistes comme Groucho Marx, Buster Keaton, Woody Allen. Donc, le fait de le placer aux États-Unis, ça me semblait assez cohérent. Et vous êtes allé là-bas pour voir des humoristes, des stand-up, Karine Thuil? Exactement, oui. J'étais allée à New York, j'étais au Carolines Comedy Club, j'avais assisté à des spectacles. Alors, il faut savoir aussi que ce comédien, votre héros dans ce livre, fait croire que bien sûr ça marche là-bas quand il revient en France, et c'est pas du tout le cas. Oui, alors ça, moi, j'adore les anti-héros. C'est vrai que j'aime saisir les êtres au moment où ils vacillent, au moment où ils chutent. Et puis, j'ai beaucoup écrit sur l'imposture, le mensonge, le contraste entre ce que l'on est et l'image que l'on fabrique, en fait, de soi pour séduire, pour obéir à un diktat social. Et effectivement, cet homme va devoir composer avec cet échec. Alors, il se trouve qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, beaucoup d'humoristes et de chanteurs faisaient ça. Par exemple, ils allaient au Québec, ils expliquaient qu'ils avaient triomphé là-bas. Ce n'était pas du tout le cas, mais ça passait en France. Maintenant, ça passe plus. Oui, maintenant, on sait tout. D'ailleurs,
C'est dommage d'ailleurs parce que je pense qu'on a perdu aussi en termes de spontanéité. C'est-à-dire là où un humoriste sur scène pouvait dire des choses, à mon avis, offensantes, cinglantes, même injurieuses, aujourd'hui, il ne s'autoriserait pas cette liberté. Alors, il y a aussi en filigrane l'humour juif qui fait partie de vos racines, Karine Thuil. Oui, oui, bien sûr. Je suis très nourrie, y compris d'ailleurs chez les écrivains juifs américains, des gens comme Balamu, comme Philippe Roth, comme Jonathan de Safran-Foer, qui, dans leurs livres, cultivent à la fois l'esprit de sérieux, mais aussi cet humour juif qui est de tourner en dérision la gravité, en fait. Voilà. Et l'un des plus célèbres humoristes juifs, c'était le maître de René Goscinny, le créateur d'Astérix, c'était Ephraim Kishon, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah non, je le connais pas. C'est un monsieur qui a tenu pendant 30 ans une chronique dans un quotidien en Israël, Maariv, qui a été la chronique la plus populaire du pays. Il a fait des sketchs qui étaient complets, et il avait été interné en Allemagne comme beaucoup d'autres, et il disait plus tard: j'éprouve une certaine satisfaction à voir les petits-fils de mes bourreaux faire la queue à mes lectures. C'est un sens de la dérision. Ah oui, tout à fait. Mais Ephraim Kishon, les livres sont extraordinaires, vous devriez les lire. Alors, ça, c'était l'humour, et puis il y a eu aussi du sexe féminin qui a été un événement sur les relations mère-fille. Oui, en fait, c'était une sorte de trilogie sur la famille juive. Et dans Du sexe féminin, on voit effectivement une jeune femme aux prises avec la pression maternelle qui exige d'elle qu'elle se marie, en fait. Donc c'est un peu, là aussi, sur le mode de l'humour, cette pression familiale pour composer un foyer. Voilà, la mère juive, c'est une tradition. Ah oui, c'est une tradition. Et puis en plus, c'est un personnage tellement haut en couleur. J'avais envie, en fait, d'explorer cette facette-là pour mes premiers livres. Voilà. En même temps, les mères juives, c'est facile d'en trouver autour. Il y en a partout. Il y en a partout. Et il y avait un spectacle, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est Comment devenir une mère juive en Dilson, joué par Marthe Villalonga, qui est toujours vivante, et qui a été un triomphe en France au Théâtre Montparnasse. Pendant des années, c'était 10 mesures pour expliquer comment une mère juive peut gâcher la vie de sa famille. Ah oui, ça c'est très simple. Et aujourd'hui, la NASA a contacté l'auteur pour lui demander l'autorisation de donner des représentations sur Mars pour déterminer si les mères juives ne seraient pas des martiennes. C'est authentique. C'est très drôle. C'est authentique. Et puis, il y a eu un autre livre qui était une autofiction, Tout sur mon frère. Donc, on est toujours dans la famille. Mais là aussi, ça a beaucoup marqué les lecteurs, Karine Thuil. Oui, parce qu'avec ce livre, j'avais envie de montrer les effets pervers de l'autofiction. À l'époque, il y avait beaucoup d'auteurs d'autofiction, on en parlait beaucoup, c'était devenu le mouvement littéraire le plus important. Donc l'autofiction, c'est-à-dire raconter sa vie en la romançant ou pas, mais en tout cas de manière vraie. Dubrovski étant l'un des premiers à avoir créé l'autofiction. Et moi, ça m'avait beaucoup... ça m'avait posé... J'avais un questionnement, en fait. Puisqu'on s'empare de la vie des autres, on la raconte dans nos livres sans leur autorisation. Et j'ai imaginé effectivement l'histoire de deux frères dont l'un raconterait la vie de l'autre dans ses livres jusqu'à le détruire, en fait. Oui, mais en même temps, c'est toujours la destruction dont vous êtes une grande cliente. Parce qu'il y a toujours cette destruction qui apparaît dans vos livres. Oui, en fait, c'est la tentation du saccage chez l'être humain. Comment dans la vie on a le choix entre construire, bâtir des relations saines avec les autres, ou détruire, saccager ce que l'on a construit. Finalement, ce choix radical, cette prise de décision à un moment donné, apparaît effectivement dans tous mes livres. Oui, et en même temps, vous êtes le contraire dans la vie, vous construisez et vous aimez détruire dans les livres. Oui, alors ça, faudrait que je m'allonge sur le divan d'un psychanalyste pour comprendre. Mais c'est vrai que... c'est Flaubert qui disait ça, soyez rangé dans votre vie pour être original dans votre œuvre. Voilà. Mais en même temps, les autofictions, effectivement, ça a marché. Mais moi, j'ai même découvert des choses que j'avais faites qui étaient racontées par d'autres dans des autofictions. Ah oui. Oui, c'est assez étonnant. Les gens s'attribuent des choses que d'autres ont fait. Ah oui, ça, je ne savais pas. Et puis, il y a un autre livre qui est important. Et ce livre est évoqué par une chanson. Douce France, cher pays de mon enfance, vers
enfance et de tendre insouciance. C'est l'insouciance de Charles Trenet. Cette chanson, il l'a écrite en 1942. Ça a servi d'hymne à la résistance. Et on a accusé à l'époque Charles Trenet d'être juif par une dénonciation anonyme et de s'appeler Charles Netter. Il a retrouvé tous les papiers. Et comme la Gestapo n'avait aucune preuve, finalement, on l'a classé comme juif synthétique. C'était extraordinaire. Histoire, vous m'apprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Et Douce France, alors ce livre est très particulier. Là aussi, c'est une histoire d'actualité parce qu'il y a des immigrés clandestins. Oui, en fait, j'avais obtenu à l'époque une autorisation d'1 an pour aller dans un centre de rétention administrative, qui est donc ce lieu où sont retenus les clandestins, soit avant leur libération, soit à leur expulsion vers leur pays d'origine. Et donc j'avais envie de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se fait arrêter par erreur et qui se retrouve dans un centre de rétention administrative et de décrire de l'intérieur cet univers que l'on ne connaît pas. Oui, et on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas d'actualité. À l'époque, aucun auteur ni journaliste n'avait pu entrer dans un centre de rétention et c'était Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque, qui m'avait accordé l'autorisation. Mais on ne parlait pas d'immigrés clandestins, en plus, ça, c'était pas un sujet aussi d'actuel. On commençait à en parler. En fait, on en parlait beaucoup en Italie et il y avait eu des œuvres, notamment cinématographiques, sur ce sujet. Et en France, on commençait à peine à en parler. D'ailleurs, j'avais lu un article dans Libération à l'époque qui parlait de l'existence de ces centres et j'avais pensé que je ne connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai mené cette enquête. Et il y avait une question, quel prix faut-il payer pour avoir la certitude d'une terre à soi ? Bah oui, et parfois un prix très, très lourd, parce que moi-même, je suis fille d'immigrés, donc j'ai grandi, mes parents sont arrivés en France de Tunisie à l'âge de 19 ans, et j'ai grandi avec ce poids, cette douleur de l'exil. Hein. Vos parents vous racontent comme c'est difficile d'arriver dans un nouveau pays, d'être déraciné, et aussi la version la plus positive, c'est-à-dire un désir de devenir français, d'affirmation et d'amour de la France très, très grand, qui m'a été transmis. Et ensuite, vous avez continué. Et on va parler d'une autre date importante pour vous, le 13 novembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Karine Thuil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Karine Thuil. La décision en roman chez Gallimard, dont on va longuement en parler tout à l'heure, parce que c'est un événement dont beaucoup de gens vont parler. Une date importante dont on a aussi beaucoup parlé dans la presse, c'est le 13 novembre 2019. Ce jour-là, vous obtenez le prix Interallié et le lendemain, le prix, le concours des lycéens. Ça a été un aboutissement. Ah, c'était assez miraculeux, je m'y attendais pas du tout. En plus, les 2 prix coup sur coup, ça a été un moment très émouvant. La reconnaissance avec le prix Interallié, c'était Malraux en plus qu'il avait eu le premier, donc symboliquement, c'était très fort pour ma famille en fait. Et puis le concours des lycéens, ça a été aussi une expérience, une aventure humaine incroyable, parce que j'avais rencontré des lycéens et les classes et les professeurs pendant plusieurs semaines. Et donc c'était aussi l'aboutissement de ces grandes rencontres au cours desquelles on avait eu des débats passionnés sur le livre Les choses humaines, qui a donc remporté ces prix. Oui, ce livre, donc Les choses humaines dont on va parler, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un livre très dur, mais en même temps, les lycéens se sont intéressés. C'était pas évident au début, Karine Thuil. Oui, moi, honnêtement, quand j'ai écrit ce livre, donc qui raconte deux familles, notamment la famille Farel, c'est lui, Jean Farel, est un journaliste connu, sa femme est une essayiste reconnue et leur fils, un jour, est accusé de viol. Donc le sujet était difficile. Mais justement, ça a été l'occasion d'engager de vrais débats sur la notion de consentement et de manière complexe. Et je crois que c'est ce qui a plu aussi, c'est qu'on a abordé toutes ces questions avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'ambiguïté aussi, d'intelligence, de réflexion, pour que les choses ne soient jamais binaires, en fait. Oui, et en plus, bon, c'était pas encore un sujet aussi d'actualité qu'aujourd'hui, mais ça a été encore une fois la première à en parler. Oui, d'ailleurs, moi j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2016, donc bien avant MeToo, et au cours de l'écriture, j'avais vraiment presque fini. Il y a la révolution MeToo, et il a fallu évidemment intégrer ces éléments dans le livre, mais c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me porte depuis très longtemps. Et comment est venue cette idée, comment est venue cette envie d'écrire cette histoire ? Alors, à l'origine, il y avait un fait divers de juin 2016, puisqu'il y a un procès opposé aux États-Unis, un jeune étudiant de Stanford et une jeune femme qui l'accusait de l'avoir agressé sexuellement sur le campus.
Il y avait une vague d'indignation aux États-Unis à la suite du verdict qui avait été considéré comme trop clément, 6 mois de prison, dont 3 fermes. Et à cette époque, j'ai eu envie de raconter cette histoire du point de vue de l'accusé et de sa famille. Je me suis dit, on a beaucoup de témoignages de victimes et on ne sait rien de ce qui se passe dans la tête de celui qui est accusé. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai assisté à des procès aux assises pour viol. Et ça doit être terrible d'assister à ces procès. Oui, c'est terrible parce que je crois qu'un procès, ça révèle beaucoup de choses de la société. Des dysfonctionnements, une forme de vérité aussi. Derrière la vérité judiciaire se dessine aussi une vérité humaine, une vérité intime. Et on voit la complexité de ces affaires, puisque des parties en présence se confrontent, échangent, témoignent. C'est le procès de l'accusé, c'est son moment. Et on est parfois dérouté par ce que l'on entend. Et on découvre la mécanique judiciaire et sa complexité, Karine Thuil. Oui, tout à fait. Et moi, j'encourage toujours d'ailleurs les gens à aller assister à des procès parce qu'on comprend mieux certaines problématiques et notamment effectivement la mécanique judiciaire, comment on juge, puisque dans ce livre, d'une certaine façon, le lecteur devient juré d'assises. Lui aussi, à un moment donné, va devoir se prononcer sur le sort d'Alexandre Farel. Est-il coupable? Est-il innocent? Et à tout moment, j'essaye d'invoquer de nouveaux arguments pour qu'il soit très perturbé dans sa prise de décision. Et encore une fois, les médias ne parlaient pas encore des personnalités de l'actualité qui étaient prises dans ces histoires-là. Vous avez été en avance, mais c'est venu comme ça. Oui, vraiment. Vous ne pensiez pas que ce serait réalité 3 ans plus tard? Ah non, impossible de deviner quoi que ce soit, évidemment. Et j'ai moi-même été surprise par ce qui s'était passé. Alors, après réflexion, je vous dirais qu'un écrivain, c'est quand même un observateur de la société. Et on est un peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'on ressent, je crois, on ressent intellectuellement et physiquement et émotionnellement certains éléments de la société qui peut-être échappent au commun des mortels. Et vous avez tellement traité le sujet comme il le fallait qu'il y a eu des débats passionnés sur le féminisme, sur la culture du viol, sur le communautarisme. Ça n'a pas arrêté. Oui, et même à l'étranger, puisque le livre a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là aussi, ça a été l'objet de débats très, très intéressants, parce que d'un pays à l'autre, on n'a pas la même approche, par exemple. Mon livre n'a pas été traduit aux États-Unis, par exemple, et je pense que je ne sais pas si les États-Unis sont prêts pour ce genre de livre qui a apporté quand même, par le débat contradictoire, une certaine complexité et ambiguïté. Oui, mais en même temps, en France, vous aviez senti le sujet. Alors encore une fois, personne n'en parlait. Personne n'imaginait qu'on en parlerait aussi fort. Non, et en plus, comme je vous l'ai dit, moi, ça partait d'un fait divers américain en plus, donc même pas d'un fait divers français. Et l'université de Stanford, il faut savoir que parmi ses professeurs et chercheurs, il y a 20 prix Nobel, et que Michel Serres, philosophe bien connu, a été professeur dans cette université. Je ne savais pas. Et alors, il y a eu aussi dans ce livre la jeune femme qui s'est retrouvée dans l'attentat de Toulouse dont tout le monde a parlé. Et ça a été un plus que vous avez mis dans ce livre. Oui, c'était important pour moi de décrire une jeune femme déjà fragilisée, dont les parents ont voulu, après la tuerie de Toulouse, quitter la France, qui sont allés s'établir en Israël, qui n'y ont pas été heureux, qui sont revenus en France, et le couple, ses parents, le couple s'est fracturé. Et son père, Adam Wiesmann, a rencontré donc cette essayiste Claire Farel et a quitté sa famille pour vivre cette passion amoureuse avec cette femme. Donc c'était important pour moi de décrire une jeune femme qui avait été fragilisée à la fois par cet attentat, par le divorce de ses parents, par cet exil forcé. C'était une jeune femme blessée, Mila, en fait. Oui, et en même temps, en filigrane dans ce livre, il y a l'antisémitisme, et encore une fois, on n'en parlait pas autant qu'en 2022. Oui, alors pour moi, le roman, c'est vraiment l'espace où je vais pouvoir aborder toutes les questions qui me perturbent dans la vie courante. Et la violence est quand même la grande question qui m'obsède dans la violence contemporaine, dans ma vie et dans mes livres. Et notamment l'antisémitisme. Oui, mais il y en a de plus en plus. Vous ne pensiez pas que ça prendrait une telle dimension, Karine Thuil? Non, alors après, comme tout le monde, j'ai été très, très marquée, non seulement, bien sûr, par la vague d'attentats de 2015, mais aussi par la tuerie de Toulouse de 2012, puisque un Français d'une vingtaine d'années entrait dans une école pour tuer des enfants, dont un des enfants avait encore la tétine dans la bouche. Donc c'est un événement extrêmement traumatisant.
Et j'avais envie d'imaginer aussi l'effet pour une jeune fille qui aurait fréquenté cette école. Et puis mettre des personnalités de la télévision qui peuvent ressembler à plusieurs personnes, ça aussi c'était novateur. Alors moi j'aime bien en fait confronter les univers sociaux dans mes livres parce qu'à travers les rapports les rapports de force, les rapports sociaux, on raconte aussi quelque chose de la société. Et j'avais envie d'opposer cet univers de la télévision, d'un grand journaliste politique très connu, à l'univers de cette famille Wiesmann qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, qui a un rapport à la fois différent, enfin qui est plus dans l'être que le paraître. Ça veut dire qu'avant d'écrire, il y a une longue enquête. Alors, il y a réflexion et enquête. Il y a vraiment les deux. Je mène une enquête, mais parfois cette enquête n'aboutit à rien. Mais il y a quand même aussi une phase de maturation, de réflexion très très longue. Je pense le livre avant de l'écrire. Oui, mais même le mouvement MeToo n'existait pas, vous l'avez découvert au milieu. C'est-à-dire qu'il y a aussi un instinct qui peut se dire, voilà, l'actualité, ça va être ça. Oui, alors c'est encore une fois une très grande part d'inconscient. C'est la grande question, est-ce que les écrivains sont visionnaires? On a souvent posé cette question à propos de Houellebecq au moment de soumission. Effectivement, peut-être qu'on a non pas la capacité d'anticiper les choses, mais en tout cas, il y a un ressenti de ce qui, à un moment donné dans la société, fait souffrir. Et ça veut dire aussi un travail acharné, parce qu'un livre, ça s'écrit pas en quelques semaines. Oui, c'est un très très grand travail, à la fois, comme vous l'avez dit, d'enquête, de réflexion, d'écriture. Ça veut dire aussi rencontrer des gens qui vont nourrir le livre par leur expérience, par leur réflexion. Moi, je crois que le roman, parce qu'il est justement l'espace du temps long, offre cette possibilité de la réflexion que ne permettent plus d'autres vecteurs comme la presse écrite, et je le regrette, comme la télévision où il faut être rapide, parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout va trop vite. Oui, et nous, ici à Sud Radio, on prend le temps de parler, et vous prenez le temps d'écrire, parce que je pense que pendant des mois, vous vivez avec votre sujet, Karine Thuil. Oui, des mois et même des années, je suis immergée dans mon sujet, presque obsessionnel, parce que j'essaye d'être au plus juste. Et justement, les choses humaines, il y a eu un développement. Écoutez ceci. Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes seul ici, monsieur? Oui. Yvan Attal a fait un film, d'ailleurs, qui l'a marqué comme le livre vous a marqué, Karine Thuil. Oui, Yvan Attal en a fait un film que j'ai beaucoup aimé, donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui. Ça a été une expérience incroyable parce que les choses se sont faites quand même très vite, puisque le film vient de sortir très récemment, et le livre a été publié en 2019. Et en plus avec des acteurs que j'adore, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal, pour ne citer que. Donc ça a été une expérience extraordinaire. Et surtout, il a adapté votre livre que vous avez laissé faire, mais en rencontrant des policiers, en rencontrant des avocats, pour comprendre vraiment le sujet. Je crois qu'il a dit que ce film l'avait marqué comme jamais au cinéma. Oui, il était habité par le sujet, parce que lui-même a 3 enfants, dont un garçon et une fille quasiment du même âge que les protagonistes. Donc il s'est mis dans la peau aussi de ces personnages, Claire et Jean Farel. Et il a effectivement lui-même enquêté. D'ailleurs, je pense que c'est un film qui marque un tournant dans son travail. Oui, d'ailleurs, sa référence, c'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Il faut savoir que ce film, 12 hommes en colère, je ne sais pas si vous le savez, Karine Thuil, il y a 365 plans distincts, alors qu'il y en a 1500 dans un film, et que ça a été répété pendant des semaines et tourné en 21 jours pour $340 000. Et c'est devenu un succès mondial. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et puis, vous avez surpris aussi en sortant un livre qui s'appelle Macalou. Ah oui, c'est un conte pour enfants que j'ai écrit avec Lucille Piketty, qui a fait les illustrations à la demande du Muséum d'histoire naturelle, et qui raconte l'histoire d'une petite panthère de l'amour de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et pourquoi cette idée? Comment c'est venu? On vous attendait pas là-dedans? Oui, j'ai trouvé que c'était moi, j'habite pas très loin du Jardin des Plantes, c'est un univers que j'adore. Et puis, cette question de la préservation des espèces menacées me touchait. Et j'ai trouvé cette proposition extrêmement originale, donc j'ai tout de suite accepté. Il y a une chose étonnante, c'est que vos livres sont adaptés, vos livres sont écrits comme des films. Pourquoi vous ne faites pas vous-même des pièces de théâtre ou du cinéma? Alors j'ai écrit des pièces de théâtre par le passé, mais que je n'ai pas réussi à monter. Et puis j'ai aussi écrit, j'ai collaboré à des scénarios, mais vraiment mon univers, c'est le roman en fait.
C'est-à-dire, je me rends compte que pour avoir expérimenté ces formes-là, que même si j'aime bien, mais on n'est pas maître à bord en fait. Quand on écrit une pièce ou quand on écrit un scénario, il y a un metteur en scène qui vient après vous et qui s'empare du projet. Et moi, j'aime bien rester maître à bord. Et vous êtes maître à bord dans ce livre dont on va parler à travers une autre date, le 6 janvier 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Karine Thuil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Karine Thuil. La décision est sortie chez Gallimard le 6 janvier 2022. Votre nouveau roman, et là, on est scotché parce que c'est l'histoire d'une femme juge d'instruction dans le monde d'aujourd'hui face à ce qu'on vit des attentats. C'est un sujet tout à fait d'actualité. Oui, c'est ça. On suit le quotidien d'une juge d'instruction antiterroriste. Donc à la fois sa vie professionnelle, puisqu'avec les autres juges qui composent la galerie antiterroriste, c'est elle qui dirige les enquêtes, qui mène les interrogatoires. Donc c'est un personnage clé de la lutte antiterroriste. Et on la voit aussi dans sa vie privée, dans sa vie intime, puisqu'elle est mariée depuis 20 ans à un ancien prix Goncourt sur le déclin, Ezra Halevi, et qu'elle a une liaison avec un avocat de la défense qui n'est pas n'importe lequel avocat, puisqu'il représente un des mis en cause dont elle gère le dossier. Alors, ce livre, c'est effectivement l'actualité avec tout ce qu'on vit. Comment est venue l'idée? Pourquoi avoir traité ce sujet, Karine Thuil? En fait, si je veux être tout à fait juste, ça remonte à très loin. Je dirais même aux attentats du 11 septembre 2001, puisque j'avais été très marquée par ces attentats. Une de mes connaissances avait perdu son mari dans les tours. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Et en 2007, donc vous voyez, il y a très longtemps, j'ai assisté à un procès d'un des premiers auteurs jugés pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, un Français. Et dans la salle d'audience juste à côté, on jugeait les caricatures de Charlie Hebdo. Et il y avait des hommes devant la salle qui vociféraient contre les journalistes, 8 ans avant les attentats de Charlie Hebdo. Et puis, il y a eu cette vague d'attentats dont on a parlé, 2012, 2015 et même 2016. Et là, ce n'est pas fini. Et donc, j'ai eu envie de raconter de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'on avait beaucoup d'informations sur les auteurs d'attentats. On évoquait aussi les victimes, mais on ne connaissait absolument rien du travail quotidien des juges d'instruction antiterroristes, qui sont des hommes et des femmes de l'ombre, une petite dizaine, et qui font un travail considérable. Oui, mais justement, ce travail est secret, même leur adresse est secrète. Ils ont, je crois, des gardes du corps en permanence. Encore fallait-il avoir les informations qui sont dans ce roman. Oui, j'ai mené une très grande enquête pour écrire ce livre. J'ai eu la chance de rencontrer des juges d'instruction antiterroriste qui ont accepté de me raconter leur quotidien dans la limite, bien sûr, de leur déontologie, parce qu'ils sont soumis au secret professionnel. J'ai rencontré aussi des avocats de djihadistes, un agent du renseignement et des présidents de cours d'assises qui ont présidé les grands procès terroristes de ces dernières années. Et donc, tous ces éléments m'ont permis de composer le portrait de cette juge Alma Revel, une femme de 49 ans, une femme de pouvoir, d'influence, qui chaque jour est confrontée à des prises de décision extrêmement dures, puisque chaque décision qu'elle prend peut avoir potentiellement une incidence sur la sécurité de la nation. Et elle est pleine d'angoisse, et vous évoquez ces angoisses au quotidien. Oui, parce qu'elle reçoit dans son bureau des jeunes qui parfois ont commis des attentats, parfois n'en ont pas commis, ont voulu partir en Syrie ou ont réussi à passer la frontière et sont revenus. Et elle doit décider notamment de les placer sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire ils sont libres mais ils doivent juste pointer au commissariat, au risque qu'ils commettent un attentat, ou de les garder en détention, au risque, quand ils sont très jeunes, qu'ils subissent un embrigadement djihadiste ou même qu'ils se suicident, parce que c'est arrivé. Et donc, ce sont à chaque fois des décisions qui engagent l'autre, la vie de l'autre, mais aussi la vie des citoyens français. D'où le titre, la décision pour d'autres raisons. Ce qui est étonnant aussi dans ce livre, Karine Thuil, c'est qu'il y a des passages où on voit des interrogatoires de djihadistes ou de personnes qui veulent aller en Syrie. Oui, alors j'ai essayé d'entraîner le lecteur dans la tête d'un djihadiste, d'essayer de comprendre comment on mène un interrogatoire, donc à la fois des éléments sur ses motivations, sur son parcours idéologique, sur sa vie aussi, puisque le juge reconstitue aussi le parcours de vie
de l'individu, son enfance, à l'aide d'enquêtes de personnalité, d'expertise. Et je crois que c'est passionnant parce que à travers ces éléments d'interrogatoire, cette juge va devoir se forger sa propre opinion. Alors, elle a des charges, hein, elle instruit à charge et à décharge, mais après, il y a un moment où elle va devoir prendre sa décision. Et ces passages, justement, qui sont des interrogatoires, vous les avez imaginés à partir d'éléments qui existaient ? Alors, il y a certains éléments qui sont parfois diffusés dans la presse, au grand désespoir des juges d'ailleurs, qui, eux, sont très soucieux du secret de l'instruction. Comment les journalistes arrivent à les obtenir, c'est le mystère. Et puis, oui, on m'a raconté le déroulement d'un interrogatoire, et de toute façon, en fait, les questions sont finalement assez simple, hein. Et puis après, moi, c'est un roman, donc à partir des éléments que j'avais dans le roman, j'ai imaginé les questions qu'un juge d'instruction peut poser. Il y a une très grande part de fiction dans le livre. Oui, mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que cette juge d'instruction, elle a 2 ou 4 officiers de sécurité. Oui, alors ça, c'est tout à fait réel. Ils ont 2 officiers de sécurité en permanence qui les suivent. Et alors, elle raconte, d'ailleurs, au début, elle se sent importante, elle a l'impression d'être une super-héroïne. Et puis, très vite, elle se sent entravée par la présence constante de ces 2 personnes qui vérifient tout. Quand elle va quelque part dans un restaurant, ils vérifient que tout va bien, qu'elle ne doit pas être près d'une vitre. En fait, c'est un peu comme les juges anti-mafia, hein, les juges d'instruction antiterroriste. Et il faut savoir que le métier d'officier de sécurité, c'est assez nouveau. Ça a commencé à la fin des années 90. Avant, il n'y en avait pas. Et ça a fait la fortune de plusieurs sociétés. Et parmi ceux qui ont créé les premières sociétés d'officiers de sécurité, il y avait Frédéric Legras, fils de Jacques Legras, créateur de canulars bien connu des Branquignoles. Et malheureusement, il est mort dans sa voiture à la suite d'une explosion. On n'a jamais su pourquoi. Ce sont quand même des métiers dangereux. Ah oui, ce sont évidemment des métiers dangereux. C'est d'ailleurs aussi des métiers passionnants, puisqu'ils sont au plus près aussi de la réalité quotidienne de ces juges. Alors, la juge que vous racontez dans ce roman, elle est en conflit avec tout le monde, avec les avocats, avec les enquêteurs, le parquet, les victimes, les détenus, mais aussi avec ses proches, parce qu'elle ne peut plus tout dire. Exactement, et puis c'est difficile de trouver cet équilibre entre votre vie professionnelle, quand elle vous accapare vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et votre vie privée, en particulier parce que son couple se délite. Elle est mariée depuis 25 ans. Son mari est plein de ressentiments parce que sa carrière littéraire décline. Ils n'ont plus de vie intime. Donc c'est une femme à cet âge un peu fragile, à l'approche de la cinquantaine, qui voit toutes ses certitudes s'effondrer. Et puis ce métier de juge d'instruction antiterroriste, c'est vraiment un sacerdoce. On le fait pour une raison. Et dans le livre, d'ailleurs, elle le fait pour une raison. On ne le fait pas par hasard. Non, on ne le fait pas par hasard. C'est vraiment une vocation avec un désir très fort de servir son pays. Il faut aussi avoir un goût pour ce contentieux-là en particulier, parce que ça ne suffit pas d'être juge d'instruction antiterroriste. Vous devez aussi être très bon en géopolitique, comprendre tout ce qui se joue dans les régions visées par le terrorisme. Vous devez aller à l'étranger aussi, parce qu'ils sont en charge de tous les attentats qui impliquent des victimes françaises. Donc ils ont des voyages à l'étranger plusieurs fois par an. Donc c'est un métier qui expose, qu'on ne fait pas par hasard. Oui, et dans votre livre, et on l'apprend, et ça c'est authentique, c'est pas romancé, un juge d'instruction va 4 fois par an dans des zones de conflit, Karine Thuil. Voilà, donc elle raconte aussi ces départs-là avec la peur de mourir sur place, et elle a peur aussi parce qu'elle est une femme, donc elle raconte, elle sait qu'elle peut à tout moment être kidnappée, qu'elle peut être violée, qu'elle peut être agressée. Elle en parle assez librement de son quotidien, en fait. Et dans votre enquête, vous avez sans doute rencontré des juges qui ont craint la voiture piégée, la décapitation ou la fusillade. Alors, je ne vais pas parler en leur nom. Enfin, je vais me limiter à la fiction, mais c'est vrai que c'est un métier qui expose, c'est sûr, puisque c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a 2 officiers de sécurité en permanence avec elle. Et elle reçoit des messages de menaces de mort sur son portable, avec des fautes d'orthographe, d'ailleurs. Voilà, avec des fautes d'orthographe. Oui, alors souvent, elle peut recevoir aussi des lettres. Moi, j'ai imaginé un SMS, mais il y a différentes façons, effectivement, malheureusement, de recevoir des menaces. Et donc, dans ce métier d'angoisse, on se demande si quelqu'un va passer à l'acte ou non. C'est aussi la clé de votre livre, Karine Thuil. Oui, elle vit avec cette peur constante de ne pas avoir interpellé en amont quelqu'un qui serait passé à l'acte, d'avoir relâché quelqu'un en qui elle avait confiance, qui, à un moment donné, va commettre un attentat. Et ça, c'est une peur qui ne la quitte jamais.
C'est-à-dire que le soir, avant de se coucher, elle y pense, à son réveil, elle y pense, dès qu'elle reçoit un SMS, dès qu'elle entend une information, elle vit avec cette peur-là, parce que la responsabilité est très grande, en particulier comme le livre se passe en mai 2016, donc on est au lendemain de ces attentats qui ont ensanglanté la France, et donc la menace est maximale. Et on le sent d'ailleurs, où l'attentat du Bataclan est évoqué en filigrane dans votre livre, Karine Thuil. Oui, alors j'ai essayé d'être la plus subtile possible. Donc il y a juste des repères temporels pour que le lecteur sache, on est bien en mai 2016. Mais sinon, j'essaye de ne pas évoquer justement les vrais attentats par pudeur et par respect pour les victimes. Oui, et d'ailleurs, dans votre livre, vous vous interrogez sur le fait que est-ce qu'on doit montrer les images de l'attentat ou non? Oui. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur cette question-là, parce que c'est une question à laquelle une juge d'instruction antiterroriste est soumise. Est-ce qu'elle va montrer les images aux familles des victimes qui le demandent? Et ça, même pour cette juge, c'est un moment extrêmement douloureux de voir les images des attentats. Mais on découvre ce livre et cette vie qu'on ne connaissait pas des juges d'instruction. C'est étonnant parce qu'elles vont jusqu'au bout de leur vie. Elles risquent des problèmes cardiaques, même des problèmes de santé. Oui, parce que ça ne se fait pas... ça ne se fait pas sans stress, et donc il y a une implication. Je crois que elle le dit très bien d'ailleurs. C'est un métier qui abîme, qui finit par vous altérer. À la fin, effectivement, elle a des problèmes cardiaques parce que ce stress lui engendre des problèmes de santé. Et on apprend aussi ce n'est pas raisonnable qu'une juge d'instruction ait une histoire d'amour avec un avocat, Karine Thuil. Voilà, alors elle a une histoire d'amour avec un avocat, une histoire très passionnelle. Alors, elle dit rien n'interdit à un juge d'avoir une liaison avec un avocat, mais bon, il vaut mieux éviter. Et elle, c'est une femme extrêmement droite, extrêmement intègre, avec des principes assez rigides d'ailleurs. Et ça aussi, ça m'amusait de décrire une femme qui avait des principes et qui voit ses principes ébranlés par le retour du désir, par l'irruption du réel amoureux, sexuel, dans une vie qu'elle a cru pouvoir contrôler. Et on est ébranlé aussi à la lecture de ce livre. Et je pense que l'écriture n'a pas été facile non plus pour vous, Karine Thuil. Ça a été même extrêmement difficile parce qu'on parlait de ressorts intimes tout à l'heure. Vous devez chercher à la fois en vous-même, mais aussi vous confronter à un réel extrêmement douloureux qui est le réel des attentats terribles de ces dernières années, le réel aussi de la haine de ces djihadistes avec des images de décapitation, de tuerie, qu'elle visionne en tant que juge. Et donc, évidemment, au cours de l'écriture, vous êtes confronté à cette dureté-là, à cette barbarie. Et puis, vous avez consulté pas mal de documentation, dont un livre de Roberto Scarpinato, qui est un juge italien qui a écrit l'affaire Falcone. Oui, et lui évoque dans son livre le droit à la fragilité humaine. Et je trouve ça magnifique, en fait, parce que c'est vrai que dans cette société, on nous demande d'être exemplaire, d'être fort, d'être combatif. Et il invoque ce droit à la fragilité humaine, c'est-à-dire aussi le droit peut-être de se tromper, de prendre ce qu'on appelle une mauvaise décision. Et puis, il y avait un film, je ne sais pas si vous le connaissez, Le Juge Fayard, avec Patrick Devers, d'Yves Boisset, qui a fait scandale, car c'était le juge Renaud qui avait été assassiné à l'époque. Et on avait mis ça en parallèle avec le SAC, une organisation pas très claire que dirigeait Charles Pasqua. Et le film avait été censuré à l'époque. Ça avait été un véritable scandale, ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ah oui. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je vais voir plein de films. Et ce livre, finalement, ça va vous laisser des traces dans votre écriture, dans votre mental, finalement, Karine Thuil. Oui, c'est certain. Ça a été une aventure humaine et littéraire très, très forte. Ça m'a aussi permis, je crois, d'explorer, dans la continuité d'ailleurs des choses humaines, toute la complexité humaine. Et c'est un métier, hélas, en plein développement, parce qu'on n'en a pas fini avec les attentats. Oui, malheureusement. Vous en êtes convaincu maintenant? C'est même pas moi qui le dis. Au cours du procès du Bataclan, l'ex-patron de la DGSI l'a dit, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Voilà. En tout cas, il n'y a aucun risque à se plonger dans ce livre La Décision, qui est chez Gallimard, qui est un roman très fort et on prendra autant de plaisir et de passion en le lisant que je suis sûr vous avez pris en l'écrivant. Merci à vous. Merci Karine Thuil, et puis continuez comme ça à écrire des romans aussi forts et aussi bien écrits. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.